RC One vous est présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme. RC Team, le spécialiste de l'automodélisme. Et BuzzRC.com, le shop officiel de l'émission. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One. Pour ce numéro de rentrée, nous vous proposons de revenir sur le championnat du monde de maquettes en aéromodélisme qui s'est déroulé cet été dans le sud-ouest à Marmande. Nous vous proposons enfin deux essais, celui de la Ford Fiesta Rallycross de chez Vatera et la gamme Spider TT 1/10 RTR de chez Serpent. Pour ce numéro de rentrée, nous avons souhaité essayer les deux nouveaux Ready to Race 1/10 TT de chez Serpent, le Spider 4.2 sorti cet été et le Short Course qui sera disponible dès la fin du mois. Bernard Durand de chez Racing Experience, l'importateur français de Serpent, nous rappelle la philosophie de la marque en ce qui concerne les RTR. Les modèles Ready to Race de la gamme Serpent sont à chaque fois inspirés des modèles de compétition qui courent dans les courses internationales. Ils sont quasiment identiques, seules des simplifications ont été faites par exemple sur les modèles électriques. La transmission est dépourvue de slipper ou le différentiel est à pignon, plus facile d'entretien, plus facile d'utilisation pour les novices en compétition. Les modèles étant conçus sur la même base, nous sommes en présence de véhicules très similaires. L'esthétique est au top avec une mention spéciale pour la décoration de la carrosserie du buggy qui est un poil plus délire que celle du Short Course. Il y a peu de différence entre ces modèles prêts à courir et les versions kit de compétition. Sur nos modèles d'essai, les bouchons et les tours d'amortisseurs sont en composite et les transmissions ont été simplifiées, différentiel à pignon et absence de slipper. Les triangles avant, en aile de mouette, permettent de monter des amortisseurs plus longs tout en gardant un axe de pivot suffisamment haut. Sur les deux machines, il est possible d'installer des accus classiques ou de type shorty. Dans les deux cas, la position est réglable pour affiner l'équilibre de la voiture. Au niveau de la motorisation, le buggy est livré avec un moteur de type 9 tours de 3000 kV et un contrôleur de 45 ampères. L'équipement du Short Course est proche et le moteur possède simplement 550 kV supplémentaires. Bien que nous ayons essayé nos TT 1/10 sur une piste de 8e, nous avons trouvé qu'il manquait un peu de pêche sur le buggy, bien que son comportement soit exemplaire et totalement bluffant avec la chose d'origine. Le Short Course est quant à lui suffisamment motorisé et son comportement typique de la catégorie. Pour rendre le Short Course plus performant, seul l'achat de pneus de compétition semble nécessaire. L'effort fait par Serpent au niveau de l'équipement radio est important et mérite d'être salué. L'émetteur, dont l'aspect n'est pas sans rappeler la DX3R de chez Spectrum, est parfait et digne des grandes marques. Nous avons adoré la prise en main, les réglages possibles et l'écran LCD. Pour cet essai, nous avions convié des pilotes locaux qui ont pu piloter les deux Spider, dont le Short Course, qui était encore à l'état de prototype. Cet essai nous a permis de confirmer la fiabilité des machines et de recueillir l'avis sans langue de bois de nos essayeurs du jour. Écoute, moi je te dirais que c'est un châssis qui est très bien équilibré. Bon, il n'y a pas de problème majeur avec. Il est vraiment collé au sol de boîte. Donc ça, c'est vraiment un avantage qu'on recherche en tant que pilote. Bon, vraiment que du plaisir avec ce châssis. Pas de points négatifs vraiment majeurs, donc vraiment un bon châssis pour débuter. Je trouve que le cerveau de direction est un petit peu mou, il manque un petit peu de direction
Et peut-être la motorisation sur le final a changé pour passer sur une motorisation peut-être un petit peu plus grosse pour pouvoir sauter et évoluer sur une piste un petit peu plus compliquée. Globalement, c'est bien né, globalement. C'est juste quelques détails, mais bon, c'est un kit RTR, donc on ne peut pas lui en demander trop non plus. Il est bien né quand même. Le design global de la carrosserie et la peinture sont vraiment sympas. Ça change un petit peu sur certains qu'on peut trouver un peu fades. Après, au niveau pilotage, il est assez vif, nerveux. Trop peut-être, du coup, parce que l'arrière a tendance un peu à chasser assez vite en sortie de virage, mais avec des bons pneus, je pense que c'est facilement corrigeable. Donc j'ai pu essayer le 1/10 RTR qui m'a beaucoup plu sur la prise en main du 4.2 parce que moi habituellement je tourne en 4.4 donc prise en main exceptionnelle. Test réussi pour Serpent qui nous propose encore des produits situés à la frontière entre les produits de début et de compétition. Des voitures que l'on peut acheter les yeux fermés et presque sans bourse déliée, comptez à peine plus de 300 € pour chacune de ces voitures. Et si vous êtes plutôt adepte des 4 roues motrices, patience, la marque Serpent travaille pour vous. Serpent travaille sur toute la gamme électrique 1/10 4 roues motrices. L'objectif est d'avoir des premiers prototypes roulants à la fin de l'automne. Et tout de suite après de sortir ces versions-là en version Ready to Race. Encore une fois, d'abord les résultats en compétition et puis ensuite toujours un modèle d'accès à la compétition pour rendre accessible ces catégories de compétition à tous. C'est sur la plateforme de l'Aéroclub de Marmande dans le sud-ouest que s'est déroulé cet été le championnat du monde de maquettes en aéromodélisme. La dernière édition de ce championnat sur le sol français date de 1996 et il faut remonter en 1980 pour trouver Jean Rousseau, le dernier français champion du monde. En volant à domicile, ce championnat du monde était peut-être l'occasion de voir les Français sur les plus hautes marches du podium et devancer les grandes nations de la discipline que sont la Suisse, la Grande-Bretagne ou la République tchèque. La plateforme de l'Aéroclub de Marmande a été choisie pour accueillir ce championnat du monde grâce à la qualité de ses infrastructures et de sa piste suffisamment longue qui permettait d'avoir 2 sites de vol bien distincts pour les 2 catégories. Didier Babois, directeur sportif du championnat, nous présente les catégories et la notation très spécifique de la maquette. La catégorie maquette est la seule catégorie de modèles réduits qui utilise deux notations, une notation statique et une notation en vol. Donc la notation statique consiste à comparer le modèle proposé, le modèle présenté à l'original dont il est une copie. Donc pour cela, le concurrent établit une documentation basée sur le modèle existant et les juges ont en charge de comparer le vrai au modèle et de noter les précisions de forme, les précisions de couleur, de marquage,
et de qualité de réalisation. La qualité de réalisation est un élément très important dans cette catégorie pour s'assurer que le modéliste est bien le fabricant du modèle et non pas un modèle acheté prêt à voler. Donc ça c'est la partie statique, et la partie en vol, c'est 3 vols qui consistent en un enchaînement de figures. Il y a 2 figures imposées qui sont utilisées par tous les avions, que ce soit un jet ou un très vieil ancien, un avion ancien, et un certain nombre de choix de figures que le pilote fera en fonction de son modèle et en fonction des capacités de vol de son modèle. L'idée c'est de voir un vol de type show aérien, de montrer toutes les qualités possibles de l'avion. Et donc ici on a 2 catégories, la catégorie dite F4C qui est, je dirais, la catégorie très haut niveau, et la catégorie F4H qui est plus une catégorie d'introduction. Dans la catégorie F4C, les poids relatifs du jugement statique et du jugement en vol sont identiques. Autrement dit, c'est du 50-50. Le statique se fait sur 3000 points et le vol sur 3000 points. Et dans la catégorie F4H, qui est une catégorie d'introduction, le statique ne représente qu'un tiers de la note finale. 16 nationalités et 3 continents étaient représentés. Les Français avaient face à eux les meilleurs mondiaux, mais notre directeur sportif pouvait compter sur une équipe de France très homogène. Pour la première fois depuis très longtemps, on a la chance d'avoir des équipes homogènes. Le risque souvent en maquette, c'est éventuellement d'avoir 2 personnes sur le podium et le dernier il est en fond de classement. Donc pour le classement par équipe, c'est évidemment pas idéal. Cette année, on a la chance d'avoir 2 équipes très cohérentes qui arrivent à se positionner plus ou moins bien dans le classement, mais suffisamment bien pour espérer la première place. Didier Babois était confiant et les résultats lui ont donné raison. Les Français ont remporté 3 titres de champion du monde sur 4, un carton plein, très réjouissant. Donc la participation des Français est très importante puisqu'on a réussi à réunir 2 équipes, une équipe totale en F4C et une équipe en F4H, donc 3 pilotes. Et manifestement les choix ont été les bons puisque en F4H, donc la catégorie d'entrée de gamme, le titre par équipe est remporté par ces 3 pilotes grâce à la cohérence et au positionnement des différents compétiteurs. Et nous avons également un pilote, Roger Nieto, qui se positionne 2e, donc médaille d'argent dans cette catégorie. Pour la catégorie F4C, on a à peu près le même genre de résultats, même mieux, puisque l'équipe de France est championne du monde en F4C. Et le champion du monde est français, c'est Marc Lévy. Marc Lévy qui était 3 fois consécutive vice-champion du monde et qui enfin accède à la première place. 24 ans après Jean Rousseau, Marc Lévy permet à la France de décrocher le prestigieux titre de champion du monde de F4C. Marc Lévy est ainsi récompensé pour les nombreuses années de travail passées pour améliorer sans cesse sa machine. La machine est une réplique du célèbre Fouga Magister qui a équipé l'école de l'air et la patrouille de France pendant de nombreuses années. Et le modèle est à l'échelle 1/4, il mesure 3,06 m d'envergure, 2,56 m de long et pèse à vide un poids de 14,8 kg. Et avec le plein, il atteint les 17 kg. Le modèle est équipé d'un micro-réacteur JetCat 120 SE et qui a une poussée de 12 kg à peine. Pourquoi avoir choisi cet avion? Parce que ça fait plusieurs années que j'utilise des Fouga Magister en compétition, et plutôt que de changer de modèle régulièrement, il faut savoir que c'est des modèles où on passe 4 ans à travailler dessus. Plutôt que de changer de modèle, j'ai préféré continuer avec celui-ci parce que je l'aime tellement, et les juges m'ont souvent dit « Prends ton temps, ce zinc a du potentiel et il faut travailler avec », et j'ai continué. Mais bon, c'est surtout parce que je suis arrivé à ce niveau-là avec cette machine à force de ténacité, et ça n'empêche pas que pour en arriver là, il y a des sacrifices à faire à côté. Et j'ai la chance de travailler dans l'industrie aéronautique, ce qui m'a permis d'utiliser des procédés de fabrication peu utilisés jusqu'à ce jour en aéromodélisme. Aujourd'hui, cette machine vole très bien. C'est un avion assez docile, mais il faut anticiper sur tous les organes de commande de façon à bien le replacer pour les figures suivantes qui doivent être faites avec précision
et réalisme. Le réalisme, c'est quoi? C'est un vol qui se rapproche le plus possible de celui de l'original. L'original, il vole à 670 km/h en croisière, donc celui-ci, il faudrait qu'il vole à l'échelle 1/4. Donc, c'est que de l'illusion, mais c'est à nous de présenter l'avion de façon à ce que l'illusion soit parfaite. Cette journée, je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Il fait un temps magnifique et je suis très satisfait d'avoir atteint le max en matière de points, pratiquement, et surtout ce titre de champion du monde. Voilà. Si la seule médaille d'or qui a échappé aux Français est celle du classement individuel en F4H, nous pouvons être fiers de Daniel Boulanger qui décroche l'argent à moins de 200 points d'écart avec le Tchèque David Kopal et son Stearman. Daniel Boulanger réalise une belle performance avec son caudron Luciole. Cet avion, l'origine de cet avion, c'est un avion français, un avion caudron Luciole des années 1936. La maquette est à l'échelle 1 sur 4,4, ce qui nous donne une envergure de 2,25 m, pour une longueur d'1,73 m avec un moteur de 25 cm3 4 temps, et elle pèse 8,4 kg. C'est une machine à l'époque qui volait à 130 km/h, donc rapporté à l'échelle, ça nous fait environ 80 km/h. On essaye de reproduire ce qui existe en avion grandeur, parce que je suis aussi un passionné de l'aviation grandeur. Et on se dit, à un moment donné, on se dit, tiens, j'essaierais bien de faire cet avion. Alors il y a des avions mythiques comme le Corsair, le P-51, et puis de temps en temps, il y a des coups de cœur. Et moi, mes coups de cœur, c'est souvent les biplans. Et j'ai eu l'occasion de voler dans l'avion original il y a 2 ans, et là ça m'a permis de voir comment étaient les sensations de la vol. Ça vole super lent, c'est vraiment très agréable. Cette maquette, c'est un biplan, donc c'est un avion avec énormément de traînées. Il y a du haubanage, il y a des entremâts, et donc c'est un avion qui vole pas vite et qui vole harmonieusement, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il faut piloter en permanence 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il faut piloter vraiment avec les ailerons, la profondeur et la dérive, et surtout exploiter la faible puissance du moteur. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas un avion acrobatique, donc il faut vraiment faire du vol en fonction des capacités de la machine. Yannick Bueb, mécanicien en aéronautique et passionné de modélisme, a réalisé une très belle performance pour sa première participation au championnat du monde, en terminant à la 15e place. Yannick Bueb a débuté la maquette avec un Fokker DR1, mais il s'est désormais tourné vers un Albatros D5A, qui se comporte très bien dans toutes les phases de vol et qui pardonne plus facilement les erreurs que le triplan. Cette machine réalisée selon les techniques du grandeur est elle aussi de toute beauté. Et il est construit à l'identique, c'est-à-dire que le fuselage est entièrement construit en bois, contreplaqué de bouleaux de Finlande, comme l'original. Les ailes sont entoilées au lin, comme l'original également. Et il faut savoir que sur ces avions de la Première Guerre mondiale, l'entoilage n'était pas peint après la pose de celui-ci sur les ailes, mais était imprimé en usine. Et cet entoilage-là l'a été également. Et ensuite posé sur l'avion à l'aide d'enduits de tension. Le lin ne se tend pas comme du Solartex, Solarfilm ou même Diatex. Il se tend comme à l'ancienne, c'est-à-dire avec un enduit nitrocellulosique. À l'heure où les modélistes s'emballent facilement pour les mousses ready to fly, il est beau de voir ces machines d'exception et ces pilotes passionnés qui font naître dans leurs ateliers de telles merveilles.
Pour tous les modélistes qui sont à la recherche d'une voiture puissante et polyvalente, nous avons décidé d'essayer pour vous la Ford Fiesta Rockstar de chez Vatera. Le châssis est connu puisqu'il équipe aussi le Raptor, un short course, et dans une version plus courte, le Monster Truck Alix. La carrosserie de rallycross de cette Fiesta est belle et réalisée sous licence, aux couleurs de la célèbre boisson énergisante. La Fiesta est livrée comme tous les produits Vatera avec une radio Spectrum DX2 et un récepteur avec la technologie AVC, un ESP déconnectable qui facilite la conduite sur piste glissante. La motorisation est constituée d'un ensemble Dynamite avec un moteur 4 pôles de 3300 kV. La Fiesta Rockstar peut être alimentée par un accu de 2 ou 3S non fourni dans la boîte. Avec un accu 3 cellules, la puissance est démoniaque et la voiture frôle les 80 km/h en pointe. Une configuration que l'on conseille aux modélistes avertis. Au niveau de la transmission, la voiture est équipée de différentiels en métal qui assurent une très bonne motricité et une transmission très souple. Avec sa Ford Fiesta Rockstar, l'objectif de Vatera était de proposer une voiture aux performances incroyables dès sa sortie de boîte. L'objectif est largement réussi, ce châssis est une merveille et vraiment passe-partout. Le spectre d'utilisation est large et correspond parfaitement aux modélistes qui hésitent entre un modèle piste ou TT. Les pneus mixtes qui équipent cette Ford Fiesta et la hauteur de caisse contribuent à la polyvalence de cette voiture. Ce véhicule destiné au loisir est très bien conçu et protégé contre les projections de cailloux, de boue et d'eau. Nous avons beaucoup aimé cette Fiesta Rockstar qui permet de s'amuser partout et qui est d'une fiabilité exemplaire. Vatera a été conçu pour concurrencer Traxxas, le leader du marché loisir. Aujourd'hui, la marque du groupe Horizon Hobby dépasse le maître, tant sur la qualité que sur les performances de ses produits et sur les tarifs bien plus attractifs. Ce numéro de RC One est terminé. Rendez-vous dès maintenant sur notre page Facebook officielle pour suivre toute notre actualité et retrouver les produits essayés sur buzzrc.com, la boutique officielle de RC One.